Okay, I would like to proceed and J'aimerais continuer avec la deuxième partie de notre panel et le dernier panel d'aujourd'hui. Demain, nous allons aussi avoir d'autres panels. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Amandine Monia, la directrice de projet, et elle va modérer cette session avec OIT et İşkur Türkiye. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours là en cette fin de journée. Et afin de clôturer nos enrichissants échanges et la discussion sur la prévention et l'éducation des NEETs, j'ai le plaisir de vous présenter Messieurs Emre Yildiz et Luis Pinedo Caro. Monsieur Emre Yildiz est un expert senior en matière d'emploi au sein du département des relations internationales d'İşkur. Et l'un des premiers experts ayant étudié les NEETs en Turquie, avec une thèse sur les NEETs et la garantie jeune. Il assure la coordination de l'unité des affaires européennes au sein de İşkur, et je vais lui laisser présenter le projet NEET Pro, un programme sur les NEETs en Turquie. Monsieur Yildiz. Ça marche? Oui. Chers collègues de WAVE, chers membres des services d'emploi public, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au nom de İşkur. Ceci est un grand honneur pour nous de voir ici à Antalya, Turquie. Je suis un des derniers interlocuteurs, donc je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Ce que nous allons parler maintenant, c'est le NEET Pro. C'est un des programmes plus compréhensifs de Turquie s'adressant à NEET. Donc, le contenu de ma présentation, tout d'abord, c'est sur NEET Concept, une brève introduction. Je vais vous parler de la définition et de l'échelle. Et puis, je vais partager des informations sur NEET Pro programme. Ici, vous voyez la table que nous avons préparée, et j'aimerais remercier à mes collègues d'ITF qui nous ont donné en fait ce diagramme et qui nous ont donné la définition et l'explication sur NEET. Comme ça, nous avons eu en fait une bonne analyse sur le marché du travail. Ce que j'aimerais souligner, ce sont les deux challenges que nous faisons face. Tout d'abord, c'est la hétérogénéité, bien sûr, et c'est la difficulté d'accès aux NEET. Nous les appelons NEET, mais il s'agit de plusieurs sous-groupes, comme nous l'avons déjà dit aujourd'hui. Et comme ça a été mentionné dans les publications de l'Union européenne, ce n'est pas en fait une formule qui peut être appropriée pour tout le monde, pour chaque personne. Donc, nous devons prendre en considération tous les sous-groupes ainsi que l'hétérogénéité de ces groupes, bien sûr. Le deuxième défi, c'est comme je l'ai dit, c'est la difficulté d'accéder, de rejoindre ces groupes, de les trouver, bien sûr, les identifier et communiquer avec eux. C'est très difficile parce que la plupart des NEET sont inactifs et ils ne vont pas venir directement vers vous. C'est difficile de les joindre physiquement. Et nous ne pouvons pas en fait soumettre nos messages directement à eux, même si nous pouvons, c'est pas sûr qu'ils vont le recevoir comme il faut. Donc ça cause des problèmes de communication, surtout entre les institutions et entre les institutions et les NEET. Ceci est un de défis. Ces deux défis en fait fait de NEET un phénomène global dont nous parlons toujours depuis ce matin, aujourd'hui, tous ensemble. C'est en fait le cercle global de NEET
Nous avons tous vu des données de comparaison, en fait, sur le ratio des NEET. Nous avons vu des perspectives globales et moi, j'aimerais me concentrer sur cela aussi. Vous voyez quelques pays, Italie, Mexique, Turquie, l'Afrique du Sud qui n'est pas là, Brésil qui n'est pas là. Ce sont des pays, en fait, où se trouve la plus grande partie des NEET. Alors, ça nous montre que ce n'est pas un sujet de redécouvrir les États-Unis, n'est-ce pas, de redécouvrir l'Amérique, excusez-moi. Donc, oui, nous devons en fait partager ces données pour que nous puissions avoir des programmes adaptés aux besoins des NEET au niveau global. Quelques nombres que j'aimerais partager avec vous, ce sont les résultats de recherche de terrain sur NEET avec NEET Pro. Et ce sont les principales constatations que nous avons eues. Nous avons mené cette recherche en 15 provinces. La première phase, c'était la partie qualitative et quantitative de cette recherche. Nous avons créé des groupes de discussion et nous avons organisé des réunions avec ces groupes. Nous avons eu des partenaires locaux et nous avons eu plus de 400 participants. Nous avons écouté leurs opinions sur ce problème et nous avons aussi eu une enquête de terrain et c'était la partie quantitative en fait de cette recherche. La première c'était qualitative et nous avons eu à peu près 5000 d'enquêtes avec 4916 NEET et nous avons essayé de déterminer les tendances, les attentes et les besoins des NEET. Et puis nous avons eu 6 tables rondes avec les partenaires locaux centraux et nous avons discuté les conclusions. Après, nous avons aussi eu une recherche de terrain. Je vais vous faire une explication terminologique et méthodologique, mais cette recherche était basée sur les données de Turkstat de 2022-2023. Quand nous parlons des NEET, vous allez voir qu'il s'agit d'une augmentation exacerbée. Mais bien sûr, en menant cette recherche, nous avons en fait utilisé ces données en tant que fondation de nos travaux. Vous voyez les chiffres concernant les NEET encore. Seulement 30% de ces gens en fait sont actifs. À peu près 30%. Donc, ça nous fait penser à nos politiques d'activation, à nos mesures d'activation, aux politiques de marché de travail que nous allons déterminer. À peu près 30%, juste 30% de ces NEET infants, en fait, sont des hommes et le reste sont des femmes. C'est aussi un résultat, en fait, qui nous fait penser à l'inactivité des femmes et je pense que ceci est un des plus grands défis que la Turquie fait face. Bien sûr, ça aussi augmente le nombre de NEET en Turquie en total. Nous avons aussi posé des jeunes s'ils étaient prêts à être embauchés et 30% de ces jeunes, 37% de ces jeunes ont dit qu'ils étaient prêts et le reste a dit qu'ils avaient besoin d'expérience pour pouvoir en fait trouver un travail. Donc, c'est aussi un indicateur qui nous montre le besoin de prendre des mesures de transition, que ce soit de l'éducation vers le travail ou de l'orientation professionnelle vers le travail. Nous avons besoin de gagner ces jeunes. Nous avons aussi demandé si ils étaient conscients des institutions qui pouvaient leur aider à trouver un travail et il y avait seulement 22% de ces jeunes, en fait, qui étaient en courant de ces institutions, de ce soutien. Donc, ça nous montre que nous devons changer notre méthodologie de communication pour pouvoir, en fait, les joindre. La méthodologie et le contenu doivent être reconçus
Et nous devons aussi penser au soutien que nous accordons, parce que le soutien que nous donnons peut-être n'est pas le soutien dont ils ont besoin. Donc, nous devons aussi avoir une meilleure conception pour les programmes que en fait nous proposons. Et nous avons aussi demandé s'ils voulaient devenir des entrepreneurs, et 61% de ces jeunes, oui, voulaient devenir des entrepreneurs. Mais ça peut être un peu trompant parce que la plupart des jeunes ne savent même pas ce que ça veut dire cet entrepreneur, n'ont pas une idée d'être entrepreneur. Ils veulent juste travailler d'une façon encore plus flexible. Mais toutes ces prestations nous montrent que nous avons besoin de parler et penser davantage à les besoins des needs. C'est comme en fait les gens du même niveau aident d'autres gens du même niveau. Et c'était comme je viens de dire, le résumé de nos prestations, le résumé de nos constatations que nous avons eues à la fin de notre recherche. Donc, qu'est-ce que nous faisons en fait pour adresser ce problème de NEET en Turquie? Nous avons développé NEET Pro. En fait, c'est un programme de données et ça va nous aider à augmenter l'employabilité et la participation au marché du travail des NEET grâce à ces soutiens complets et holistiques sur le marché du travail. Bien sûr, nous avons deux groupes cibles, ce sont les NEET et les personnels d'ISHKUR. C'est un programme cofinancé par la Turquie et des institutions européennes. Il y a aussi des autorités locales qui feront partie de ce programme. Il inclut l'assistance technique et grâce à cette assistance technique, nous allons avoir un meilleur renforcement de capacité et comme ça, nous allons avoir une meilleure chance de joindre ces needs. Il y a plusieurs projets de garantie pour la jeunesse et c'est pour cela que nous essayons de en fait recueillir les meilleures pratiques de notre pays et nous avons essayé de développer le NEET Pro en tous utilisant pour pouvoir en fait meilleures mesures pour attraper les jeunes. L'échelle de la donation de la subvention, en fait, c'est comme la suivante. Ça va durer pour 12 mois, donc un an, et notre budget sera de 17 millions. Et il va y avoir 58 projets de subvention. Nous avons commencé à préparer notre proposition en 2020. Et nous avons travaillé avec les municipalités, les chambres de commerce et d'industrie, des agences de développement, des ONG, des universités, et ils ont aussi soumis leurs projets. Maintenant, nous essayons de soutenir tous ces projets avec un budget qui change entre 200 000 et 350 000 d'euros. Nous avons aussi fourni des formations professionnelles et un cours d'emploi et ces formations en fait vont payer argent de poche à ces jeunes gens pour qu'ils puissent en fait n'ont pas de difficulté à participer à ces programmes. Il inclut la transportation, le déjeuner dans la journée, ça sera 10 € par jour. Et après les formations professionnelles, nous avons considéré que les NEET seront prêts pour une recherche d'emploi. Et à ce stade-là, nous allons avoir un plan d'action pour les 4 mois suivants. Nous allons les préparer, ces jeunes gens, ces NEET, pour en fait trouver un emploi et nous allons leur donner une action de plan
un plan d'action, excusez-moi. Nous allons les montrer comment chercher ces emplois, comment bénéficier des opportunités. Et nous allons leur donner une carte, en fait, pour pouvoir, en fait, vraiment trouver un emploi. Nous avons aussi des conseillers de métier, des conseillers professionnels qui vont leur donner une orientation. Nous allons aussi une allocation de 50 € pour des demandeurs d'emploi. Et nous avons en fait une façon méthodologique que nous utilisons et nous avons aussi soutien financier pour ces allocations de demandeurs d'emploi. Donc nous essayons de soutenir ces jeunes autant que nous pouvions. Comme je l'ai déjà dit, nous essayons seulement de fermer cette lacune, en fait, entre les jeunes et le travail de marché. Nous essayons d'avoir une meilleure transition, que ce soit financière ou professionnelle. Et ce sont les deux mesures, en fait, complémentaires. Comme j'ai dit, ça va durer pour 4 mois. Ça sera la période de préparation et nous allons leur donner une allocation mensuelle. Si ces gens peuvent trouver un boulot dans une autre ville, nous aussi leur donnons une subvention de déménagement et ça sera un paiement unique de 200 €. Comme ça, nous essayons en fait d'encourager la mobilité du travail, de force de travail. C'est le processus de mise en œuvre du programme de subvention. C'est peut-être, ça semble un peu compliqué peut-être, mais nous partageons aussi ce diagramme avec les bénéficiaires de projets. Au niveau de préparation, et une fois qu'ils l'apprennent, ils commencent à le mettre en œuvre. Comme je l'ai déjà dit, notre projet de subvention vient juste de commencer en fin d'août et nous avons commencé à recueillir les premiers résultats et nous avons aussi un programme de suivi et nous essayons de continuer à accorder notre soutien. C'était notre diagramme et c'est en fait comment nous soutenons ces needs et comment nous augmentons notre capacité institutionnelle pour ce soutien que nous accordons à des jeunes. Et pour cela, bien sûr, nous avons un développement de capacité. Nous avons des formations pour le personnel d'Ishkur et nous avons des formations pour le modèle de mise en œuvre et de suivi du plan d'action individuelle et de l'allocation de demandeurs d'emploi. Parce que les jeunes, en fait, ont beaucoup plus besoin de consultation, de mentoring, surtout pour les postes à pourvoir. En fait, nous essayons de les aider pour qu'ils puissent, en fait, encourager. Comme nous avons dit, nous préparons des plans d'action individuels et nous utilisons cela comme un mentorship que nous fournissons. Et puis, nous avons un modèle d'implémentation, un modèle de mise en œuvre, en fait, qui sont aussi appris via des formations. Nous avons une mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation et pour le moment, il y a 240 employés d'Ishkur qui font partie de cela. Nous avons eu des visites à Latvie et nous avons complété nos visites d'études. Nous allons avoir des visites en Belge et Pays-Bas aussi, aux Pays-Bas aussi l'année prochaine. Ce sont les activités de communication dans le cadre de notre programme. Nous sommes en train de préparer une stratégie de sensibilisation, en fait, parce que nous avons besoin d'une sensibilisation encore plus compréhensible, encore plus inclusive, et nous avons besoin des façons encore plus innovatives pour pouvoir trouver les bons moyens de joindre, d'accéder à ces jeunes. Nous essayons de trouver la bonne chose qui va nous aider à attraper ces gens, si je peux dire.
Et je vais vous montrer ce que nous faisons dans le cadre de ces activités de communication avec les photos dans les diapos à venir. Et nous avons aussi des histoires de succès que nous avons eues parce que NEET peuvent aider au NEET. Comme je l'ai dit, vous voyez les photos ici. Nous avons un camion de NEET. Je ne sais pas comment dire Ishkur. Ishkur is my roadmate, mon accompagnant. Donc Ishkur est mon accompagnant. Nous avons visité plusieurs villes en Turquie. Et dans ces camions-là, nous avons des conseillers vocationnels qui travaillent avec nous, qui mènent des enquêtes avec des NEET et bien sûr qui leur donnent de la guidance. C'était une approche de quartier, si je peux dire, qui a été mentionnée dans des publications de l'Union européenne. Donc comme ça, nous pouvons en fait accepter plus de 6 000 de NEET et ces gens ne sont plus inactifs grâce à ce projet-là. Vous voyez aussi quelques photos et vidéos des personnes en fait qui ont réussi grâce à Ishkur. Bien sûr, pour les jeunes, ça sera plus convaincant de voir des autres gens qui ont en fait réussi. Donc, il vaut mieux de partager le succès, la réussite. La dame, en fait, était handicapée en plus et elles essayaient de surmonter tous les obstacles. C'est ce qu'elle dit dans la vidéo ici. Et nous voyons un technicien médical. Il a trouvé son premier boulot avec Ishkur. Donc, nous essayons de partager ces histoires de succès autant que nous pouvons pour pouvoir en fait attirer les jeunes. Nous essayons de montrer s'ils ont réussi, vous pouvez aussi réussir. Et c'est peut-être aussi une façon que nous utilisons pour communiquer avec les NEET. Et l'assistance technique encore avec le NEET Pro que nous fournissons. C'est aussi les recherches et les études. Nous avons mené des recherches sur le terrain, sur les NEET et les promotions des résultats, ainsi que sur la cartographie des NEET et la préparation des documents de politique holistique. Oui, nous avons essayé d'avoir une meilleure conception des programmes que nous allons avoir et mettre en œuvre dans l'avenir. C'était notre programme qui s'adressait à des NEET et nous avons des codes QR ici. Vous pouvez nous suivre en les utilisant et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Emre, pour cette présentation. Thank you very much for this presentation, and it was really interesting. And if you have any questions, please write them down. Right now, we're going to continue with Mr. Luis Pineda-Caro, researcher officer at the International Labour Organization Office of Turkey, and he just had a PhD, and he has a huge experience, especially when it comes to employment of young people. In Turkey, he studied the impact of COVID-19, especially on the labor market, and he's going to share with us his presentation on how to include young migrants in society to prevent unemployment and educate in language skills. Shindy, I pressed it. Thank you so much. Thank you everyone. Merci à tous. Je voudrais aujourd'hui vous présenter l'histoire des NEET en Turquie, mais je voulais aussi mettre l'accent sur la différence qui existe dans le domaine du genre. Je voulais aussi parler de du flux des réfugiés. C'est un nouveau challenge qui est venu du point de vue des NEET, le sujet que nous traitons aujourd'hui. I would like you to have a look at
at the history of the labor market of Turkey in Le marché de travail en Turquie, en ce qui concerne NITS, le taux d'emploi, nous voyons ici, cela a commencé en 1995. Vous avez des données du recensement de Turquie. Nous voyons le taux, les différents taux, les personnes dans le domaine de l'éducation, hommes, femmes, ainsi que le taux de NIT qui est en rose. Donc, nous voyons que le taux de NIT a augmenté comparé à la situation il y a 40 ans. Mais c'est une chose sur laquelle je voulais faire un commentaire parce que du point de vue statistique, comment est-ce que nous avons mesuré la chose et la raison pour laquelle il y a ce changement dans le taux de NIT et parce que la plupart des personnes, et notamment les femmes en 1985, travaillent dans le secteur agricole. Et le phénomène du NIT, comme mon collègue a fait des commentaires aujourd'hui, est un concept qui a commencé en Angleterre à la fin des années 90, début 2000. Donc, c'est une chose qui, il y a quelques décennies, n'existait pas. Notre structure d'emploi a changé. Les personnes ont commencé à vivre dans les villes, dans les métropoles. Les emplois ont changé, les sociétés se sont développées et nous avons découvert qu'il y avait des personnes qui ne travaillaient pas, qui n'étudiaient pas parce que ils pouvaient probablement s'offrir ce luxe. Et nous avons ensuite commencé à travailler sur ce sujet. Malgré cela, je voudrais dire, et c'est clair à partir des graphiques, que Turquie s'est améliorée dans les dernières décennies, accès à l'éducation pour les hommes et les femmes, notamment pour les femmes. Et cela a aussi été reflété dans l'accès au marché du travail. Peut-être pas beaucoup, nous aurions désiré beaucoup plus. Je voudrais ici faire une comparaison pour voir l'état des femmes a changé entre 2004 et 2022. Ici, sur le graphique, vous voyez des données, vous voyez l'âge à la partie supérieure et vous voyez l'état des personnes spécifiques avec l'âge et la population en Turquie qui vieillit. Ce que ce graphique nous montre d'ailleurs ici est que pour les femmes, dans le passé, donc en 2004, nous ne pouvions pas réussir à faire une bonne transition entre l'école et le travail. Et lorsque les femmes, les filles avaient 15 ou 16 ans, les filles étaient toujours à l'école, 50-60%, mais quelques années plus tard, lorsqu'elles joignent le marché du travail, nous voyons que la plupart deviennent des NEETs. Notamment lorsque nous parlons des femmes qui étaient à l'école lorsqu'elles avaient 16 ou 17 ans, 1 sur 4 peut-être est sur le marché du travail, les 3 autres ont fini par être des NEETs, loin d'une profession, du marché du travail. Maintenant, cela a changé en 2022. Vous voyez les données de Turkistat et nous voyons que cette conversion entre les écoles et le marché du travail, cette transition s'est améliorée. Et aujourd'hui, les femmes qui sont dans l'éducation, nous pouvons dire que la moitié au moins va faire partie du marché du travail, ce qui est un succès de la dernière décennie. La même histoire ici, mais pour les hommes. Ce que nous pouvons dire, qu'il y a plus d'hommes dans le domaine de l'éducation comparé au passé. Mais en ce qui concerne la transition de l'école au travail, nous pouvons dire que du point de vue culturel, la plupart des hommes travaillaient à 30 ans et travaillent toujours à 30 ans, mais cela n'a pas beaucoup changé. En fait, il y a une amélioration dans cette transition grâce au niveau d'éducation qui est meilleur, mais nous avons toujours
vu qu'il n'y avait pas d'adéquatie avec les compétences. Je veux dire que beaucoup de jeunes Turcs étudient à l'université et ont des professions qui ne correspondent pas à leurs études universitaires. Mais c'est un autre sujet parce que c'est pas un sujet en rapport avec Nietzsche, ce sont des personnes qui travaillent. Maintenant, je voulais, en parlant du bureau de BIT pour Turquie, c'est une situation difficile, surtout parce que nous avons beaucoup de réfugiés, beaucoup plus qu'une décennie précédente. Ici, une comparaison de l'état au marché du travail par âge pour les hommes qui sont syriens et les Turcs entre donc c'est la période de transition entre l'éducation et le travail. Dans tous les deux cas, la plupart terminent par travailler. Même s'il y a eu des périodes de chômage entre-temps, mais nous savons qu'ils vont travailler à un certain point. Mais nous voyons que dans le domaine de l'éducation, il y a très peu de Syriens dans les études universitaires comparé aux Turcs, ce qui veut dire que dans le long terme, nous aurons d'autres problèmes en ce qui concerne l'exclusion sociale, la pauvreté, et ces problèmes vont continuer pour les prochaines générations. Cependant, le point principal de mon intervention est cela, cette comparaison entre les jeunes femmes syriennes en 2022 avec des jeunes femmes turques. J'ai déjà dit qu'il y a eu une amélioration énorme pour les femmes turques, notamment pour avoir accès à l'éducation et à l'éducation tertiaire. Aussi dans le marché du travail, pas tellement que nous l'aurions voulu, mais il y a eu beaucoup de progrès. Cependant, pour les femmes syriennes, nous avons constaté deux problèmes. La plupart de ces femmes n'ont pas une éducation en secondaire et la plupart ne vont pas aux universités. Lorsque nous parlons de la transition école-travail, cela n'existe pas. Il n'y a pas une telle transition parce que depuis le début, très peu s'orientent vers le marché du travail. Et dans notre bureau, nous nous demandions pourquoi cela se passe. C'était une question d'éducation ou s'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ce problème. Et ce qui a déclenché une recherche que nous avons faite il y a un an, nous avons fait une enquête parmi les jeunes turcs, les jeunes syriens, et nous avons posé des questions sur leurs croyances, leurs attitudes, le rôle des femmes dans la société et notamment sur le marché du travail. La raison en est la suivante. Nous essayons de comparer les femmes syriennes et femmes turques qui pouvaient être comparées dans le domaine de l'éducation. Par exemple, des femmes avec une éducation primaire nées en Syrie, éducation primaire née en Turquie. Et nous avons fait là une comparaison. Même après avoir fait cela, les taux d'emploi étaient plus élevés parmi les Turcs que parmi les Syriens. Nous avons pensé qu'il peut y avoir un autre facteur qui explique cela. Nous devons donc travailler sur ce sujet afin d'attirer ces jeunes au marché du travail d'une manière réussie. L'un des résultats de l'enquête est celle que je présente aujourd'hui ici. Nous avons demandé aux jeunes femmes et aux jeunes gens séparément quel devrait être le rôle que devraient avoir les femmes sur le marché du travail selon leurs croyances et perceptions. Nous pouvons maintenant jeter un coup d'œil et vous voyez ici l'engagement des femmes seulement dans certains jobs. C'était les déclarations qui étaient présentées aux jeunes. Nous avons demandé s'ils sont d'accord ou non. On voit ici qu'il y a un pourcentage de personnes qui est d'accord avec ces déclarations. Nous voyons que beaucoup plus de Syriens
C'est surprenant de voir hommes et femmes en tendance, la moitié en tendance à dire que les femmes devraient s'engager seulement dans certains types de travail, alors que pour les Turcs, ce pourcentage est beaucoup plus bas, 20%. Ce n'est pas le seul exemple. À droite, il y a un autre exemple où il dit les femmes ne peuvent pas travailler à l'extérieur du ménage de la maison. Et nous voyons que parmi les Turcs, très peu sont d'accord avec cela, qu'ils considèrent inacceptable. Mais environ 35% de la population syrienne est d'accord que les femmes devraient rester à la maison et travailler à la maison. Je vais vous donner un autre exemple, mais qui vont tous dans la même direction. À droite, à l'extrême droite, nous avons l'idée selon laquelle le travail des femmes ne peut pas être accepté dans ma famille. Ma famille n'accepte pas cela. Nous voyons donc ici de nouveau que 40 ou 50% des Syriens ont accepté que les femmes se joignent au marché du travail, alors que leurs homologues en Turquie ont donné une réponse différente. Nous voyons donc qu'il y a un fossé énorme en ce qui concerne les croyances et la perception entre ces deux groupes sociaux. Ce qui pourrait expliquer le manque de transition, à savoir de l'école au travail. Mais nous avons aussi considéré les problèmes des femmes et des hommes sur le marché du travail. C'est-à-dire, lorsqu'ils travaillent, on leur a demandé s'ils ont rencontré un de ces problèmes au lieu du travail. Et nous voyons que les femmes syriennes et turques, et notamment syriennes, rencontrent beaucoup plus de problèmes dans le marché du travail que les hommes. Par exemple, lorsque nous considérons la violence domestique, nous voyons que 25% des femmes syriennes souffrent de cela dans le lieu de travail, 70% des femmes turques et 5% des hommes turcs et syriens. Quant à l'abus financier, ce que veut dire que l'employeur ne peut pas vous payer complètement, nous voyons qu'il y a 20% des femmes rencontrent ce problème comparé à 70% d'hommes. Même problème concerne aussi le fait d'être ignoré, discrimination du genre ou une discrimination ethnique, mais dans un taux moins élevé. En conclusion, nous avons pu dire que l'éducation à elle seule, donc cela explique pourquoi les femmes syriennes ne font pas partie du marché du travail. Parce que lorsque quelqu'un peut trouver un meilleur travail avec un meilleur salaire, il quitte. Mais l'éducation n'est pas la seule solution, c'est l'une des solutions fortes. Mais il y a d'autres sujets qu'il faut aussi considérer du point de vue des employeurs et du point de vue culturel. Pour le bureau de BIT, notre cible principale est de trouver des moyens d'encourager ces femmes pour qu'elles participent au marché du travail et lutter contre ces barrières multiples qu'elles rencontrent. Et nous craignons que seulement l'éducation tertiaire n'est pas suffisante. Il y a aussi un manque de modèles. Il y a très peu de membres de famille qui ont participé au marché du travail, notamment chez les Syriens. Et nous avions peut-être pensé à une transition ou au fait que les femmes peuvent travailler depuis la maison et les familles peuvent comprendre qu'elles peuvent aussi de cette manière contribuer au budget familial et qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Et nous essayons aussi de donner une priorité aux femmes dans les politiques de marché
et notamment les principes qui sont valables pour les villes où il y a énormément de réfugiés syriens. Merci pour votre attention et merci de m'avoir accordé votre temps. Des informations très enrichissantes. Je crois qu'il nous reste à peu près 10 minutes pour les questions. Je ne sais pas si dans l'assistance vous en avez déjà. Si je commence avec une. Dans ce cas-là, ce serait pour Monsieur Pinedo. Vous parliez également des recherches que vous avez faites dans les zones du récent tremblement de terre. Comment la situation pourrait se détériorer si des actions n'étaient pas mises en œuvre? Et est-ce que vous auriez des exemples de ce que fait le bureau de ILO Turquie sur cette question? Merci. Par contre, est-ce que vous pouvez répéter la question en anglais? Sure. Yeah. No, you were also talking about the earthquake. Lié du tremblement de terre en 2023. Donc, comment est-ce que la situation va se détériorer si il n'y a pas d'action entreprise en ce qui concerne les besoins des femmes? Est-ce que vous avez des exemples d'actions entreprises par BIT Turquie? En fait, c'est un moment très difficile parce que comme résultat du séisme, beaucoup de personnes, mais tout d'abord, je voudrais commencer d'un point de vue différent. Donc, l'une des régions où le tremblement, le séisme a eu lieu est un lieu où l'emploi pour les femmes est assez bas. Ensuite, ce séisme a fait de sorte que l'emploi était encore plus difficile à trouver ces jours-ci. Et il y a un risque selon lequel le plus longtemps les femmes rejoindront le marché du travail, la situation deviendra plus difficile. Donc la situation n'est pas très positive dans la région. Et je pense que cela va empirer et ça va durer plus longtemps pour se remettre et pour venir au niveau avant le séisme. Et nous plaidons donc pour une augmentation des niveaux d'emploi et l'engagement des femmes dans les activités économiques pour qu'elles apprennent les aptitudes et puissent travailler. Je voudrais aussi contribuer, merci, comme agence turque, nous avons aussi des plans d'action d'urgence après le séisme. Par exemple, nous avons commencé par des programmes publics dans les régions affectées par le séisme, non pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes et pour les femmes aussi. Et nous avons créé des emplois qui vont leur donner la possibilité de ne pas s'éloigner de la discipline du travail et cela leur donnera aussi la possibilité d'avoir un revenu supplémentaire. De cette manière, il y aura une assistance sociale qui leur sera fournie, mais l'argent sera gagné, notamment si ce sont des personnes touchées par le séisme. Merci. Je pense qu'il y a une question là derrière. Merci beaucoup. Je m'appelle Abdoulaye Diatta, je suis le secrétaire général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes du Sénégal. Je voudrais adresser une question à M. Pinedo. J'ai constaté dans sa présentation qu'il y a eu un effort assez important du point de vue de la transition école-travail entre 2004 et 2022. Je suis curieux de savoir quel est le levier ou bien les leviers sur lesquels la Turquie s'est appuyée pour faire ce bond qualitatif.
Est-ce que c'est sur les filières de formation? Est-ce que c'est au niveau de la création de nouvelles niches d'emploi? Ou bien est-ce que c'est dans l'amélioration des curricula de formation? Donc, je suis curieux de savoir quelle est la stratégie qui a été mise en place pour obtenir ces résultats. Merci beaucoup. To be honest, this is a question. Honnêtement dit, c'est une question à laquelle devrait répondre le ministre de l'Éducation de Turquie et le ministre de l'Emploi de Turquie, parce que ce sont eux qui ont fait de sorte que le succès a doublé. Je pense que c'est pas moi qui dois répondre à cette question. Je m'excuse. Je m'excuse vraiment. Merci, Monsieur Pinedo. Je ne sais pas si Ishkour peut répondre ou bien si nous devons faire les recherches plus tard. Oui, évidemment, comme agence de service public d'emploi en Turquie, nous avons énormément de programmes concernant la transition et aussi rendre actifs ceux qui ne le sont pas. Donc, nous essayons aussi de diffuser ces réussites en attirant des NEETs. Et peut-être que la partie éducationnelle de cela dépend des programmes. Donc, nous essayons simplement de diversifier nos programmes selon les besoins des NEETs afin que nous puissions attirer plus de personnes en les persuadant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vous prie de lever la main si c'est le cas. Je vois une question là derrière. Thank you very much for the presentation. I just have. Merci pour la présentation. J'ai une question rapide que je voudrais poser à Louise. Vous avez dit que vous avez observé différents aspects en ce qui concerne la culture, la manière dont les hommes et les femmes approchent la chose, qui peut faire quoi sur le marché du travail. Peut-être que je me trompe, mais je suis arrivé à la conclusion à partir de là que les questions culturelles affectent d'une manière négative les femmes. Mais si vous considérez les données sur l'accès à l'éducation dans les villes, vous verrez que les femmes ont tendance à être mieux éduquées que les hommes. Donc, je me demande qu'est-ce qui change lorsque les femmes sont à ce stade. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui ont moins d'accès à l'éducation? Alors qu'en Syrie, si vous regardez les données, jusqu'en 2019, les transitions de l'école au travail, et les femmes abandonnent leurs études à un niveau supérieur comparé aux hommes. First of all, it is not easy to compare C'est pas facile de comparer la situation de la période avant la guerre en 2011 avec la situation syrienne en Turquie parce que les populations ne sont pas comparables. On ne sait pas qui a migré de Syrie à Turquie. C'est vrai que dans plusieurs pays de la région maintenant, inclus la Syrie, les femmes et leur accès à l'éducation, notamment l'éducation secondaire, a été l'une des réussites qui a été réalisée. Mais la même chose ne peut pas être dit pour l'éducation tertiaire
Et nous savons aussi que dans la période avant la guerre, la participation des femmes dans la force de travail n'était pas très élevée non plus. Ce qui a changé de Syrie en Turquie, s'il y a des changements, les changements sont négatifs et maintenant la plupart des Syriens n'ont pas les compétences pour participer au marché du travail avec des opportunités égales. Ils rencontrent peut-être certaines difficultés en ce qui concerne les moyens matériels ou bien leur famille qui n'est pas avec eux, il n'y a pas assez de réseau qui affecte la participation. Dans le lieu où vous êtes né, vous pouvez avoir des facilités, mais pour les migrants, cela ne fonctionne pas. Ils sont beaucoup plus difficiles à être atteints. Et c'est ce que je peux dire. Je vous remercie pour votre question. Thank you very much for the Merci beaucoup pour la présentation. Je poserai une question à M. Emre Yılmaz de Işkur. Je voudrais d'abord faire une remarque sur les NEETs en Turquie. Il y a un genre de perception concernant ceux qui n'ont pas l'intention de travail, n'importe quelles soient les opportunités, ils sont difficiles à être atteints parce qu'ils sont aussi très difficiles à être convaincus en ce qui concerne les opportunités de travail. Mais je me demande s'il y a une intervention qui existe dans le NEET Pro, dans ce projet, concernant les employeurs. Parce que je pense que c'est aussi en rapport avec les conditions de travail et aussi en général, en ce qui concerne le traitement équitable, les salaires, les congés de maternité, paternité, etc. Donc, de ce point de vue, avez-vous une intervention auprès des employeurs pour améliorer les conditions dans les lieux de travail? Merci. Bon. Targeting needs, not the employers, but of course in L'objectif sont les needs, mais nous avons beaucoup d'incitations dans notre programme pour employer les jeunes. Nous couvrons aussi les primes de sécurité sociale des employeurs de 12 mois à 54 mois. Donc, ils peuvent profiter de nos incitations. Cependant, dans le programme NEET Pro, nous avons convaincu les bénéficiaires à travailler avec le secteur privé, les entreprises privées, tout en donnant des cours professionnels aux NEETs qui peuvent aussi avoir des formations sur le terrain pendant le projet, le processus d'implémentation. Et de cette manière, ils peuvent aussi former leurs travailleurs. C'est la partie employeur de ce programme. Merci beaucoup. Yeah, one more question. Hello. Yes, here. Ma question s'adresse à M. Yıldız. Je voudrais connaître la recherche sur le terrain que vous avez faite pendant le projet, parce que les NEETs sont difficiles à être atteints. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant cette enquête sur le terrain? Et si, comment est-ce que vous avez résolu ce problème? Parce que là peut aider aussi à résoudre le problème concernant le contact avec les NEETs. Évidemment, c'est difficile d'avoir accès aux NEETs. Nous considérons cela dans l'implémentation de nos programmes. Notre incitation la plus importante pour attirer les NEETs, c'est l'argent, évidemment.
Évidemment, c'est pas l'une des mesures que nous implémentons, mais c'est aussi un genre de motivation. Et puis, notre programme de subvention est très important. Par ce programme de subvention, nous utilisons le réseau d'acteurs locaux tels que les municipalités, les ONG, qui travaillent directement avec notre groupe cible. Donc, ils vont avoir accès aux NIT que nous ne pouvons pas atteindre. Et donc, il y a un soutien financier, attirer les jeunes, et aussi utiliser le réseau de nos partenaires sont les mesures, les stratégies les plus importantes que nous utilisons. Merci. Question? And I think after this one, it will be time to close the day. Ce sera le moment de clôturer la journée après une dernière question. Le microphone ne fonctionne pas. J'ai vu sur la présentation le côté communication et la communication surtout de visibilité. Donc, mais je pense, corrigez-moi si je me trompe, c'est une visibilité côté institutionnel. C'est-à-dire on présente le projet, qu'est-ce qu'on a fait, les résultats. Est-ce que c'est une communication suffisante pour cibler ces jeunes? Sinon, comment on fait pour cibler ces jeunes exactement? Comment on fait pour faire venir ces gens qui sont forcément découragés pour venir chez nous? Thank you very much for this question. Merci pour cette question. Je voudrais corriger si j'ai mal compris. C'est pas un genre de communication institutionnelle, c'est une communication pour attirer les NITS. Nous avons des activités de communication directement ciblant les NITS. Donc nous essayons de voir comment nous pouvons les convaincre à venir au service d'emploi public. Évidemment, nous utilisons là certains aspects institutionnels, la promotion de nos services, par exemple. Entre parenthèses, de cette manière, nous ciblons les NITS en leur disant qu'il y a des avantages dans notre institution. Évidemment, cela peut être fait en essayant de convaincre les jeunes, mais nous devons leur parler de nos services institutionnels, de ceux qu'ils vont acquérir en venant et en s'inscrivant chez nous. Et nous pouvons aussi parler dans ce sens d'une communication institutionnelle, mais c'est un effet secondaire. Notre objectif le plus important est d'attirer les jeunes, nous les ciblons directement. Donc, qu'est-ce que nous faisons? La chose la plus importante, ce sont les campagnes sur les réseaux sociaux et d'autres campagnes. Et nous préparons aussi des histoires de réussite sur les vidéos et des vidéos pour diffuser, faire la promotion de nos services, ce que les jeunes peuvent gagner en s'enregistrant à notre agence. Merci beaucoup. Je voudrais remercier nos deux panélistes. Merci encore pour toutes ces informations. Et je vais laisser la parole à ma collègue Nicole pour le reste de l'agenda d'aujourd'hui. Merci. Merci encore. Thank you so much for this enlightening presentations of ILO, Turkey and Ishkur.
well, we would like to wrap up the day of today, and would like to introduce Eve Marie to the panel to do the wrap up and the preview for the second day. Thank you very much, Nicole. Dear WAPES members, ladies. Nicole, chers membres de WAPES, mesdames et messieurs, chers participants. Comme nous avons terminé le premier jour de notre conférence, nous avons parlé des challenges des NEETs, jeunes individus qui ne sont ni dans l'emploi, dans l'éducation, la formation. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de reconnaître l'état de NEETs en profitant du BIT et de l'OCDE. Dans le deuxième panel, on a parlé de la nécessité d'approches holistiques qui vont au-delà des services d'emploi traditionnels en mettant l'accent sur la collaboration avec les institutions d'éducation, les travailleurs sociaux et les communautés afin d'assurer une transition meilleure dans l'éducation, la formation ou l'emploi pour la jeunesse sous risque. Demain, je vais parler de demain, de panel 3 à 6, nous allons parler du rôle des services publics d'emploi, de la promotion de la résilience pour les NEETs, tout en ajoutant l'impact de la pandémie COVID-19. La durabilité sera un thème clé en autonomisant les jeunes pour qu'ils puissent faire leur choix sur leur carrière et leur passé. Et je voudrais aussi vous dire que nous devons trouver les moyens de réaliser nos objectifs. N'oubliez personne et les NEETs particulièrement. Merci pour votre participation aujourd'hui. Et je vous invite à vous joindre à nous pour le dîner qui aura lieu à 19h, mais je ne sais pas où.